la constitution d'un bloc contre-hégémonique, c'est une affaire de nombre. Il faut chercher le nombre. Alors vous pourriez me dire, mais le nombre, c'est les gros bataillons du salariat. Sauf que le salariat est dans un état d'atomisation qui fait pour une bonne part son impuissance. Alors ce n'est pas un état absolument insurmontable, à preuve les Gilets jaunes, mais à côté de ça, dans les quartiers, il y a une énergie de la révolte qui est tout à fait considérable. Et c'est normal. En réalité, il se passe dans les quartiers l'exact inverse de ce qui se passe dans le salariat. Là où les salariés sont atomisés, dans les quartiers, c'est l'entassement du ghetto. On les a concentrés. Ils vivent les mêmes choses, ils expérimentent les mêmes choses. Donc ça fait fermenter. C'est vraiment un cas type pour la formation de ce que Spinoza appelle un affect commun. Vous voyez. Bon. Donc là, il y a une formule qui est tout à fait excellente. Alors maintenant, il faut se demander comment on fait tenir ensemble tous ces groupes en vue de la constitution d'un bloc contre-hégémonique. Et c'est une question c'est un problème qui a toujours été placé sous l'hypothèque d'une sorte de question préalable qui est la question de savoir quelle est la question centrale. Alors, est-ce que la question centrale, c'est l'élite sociale, ou est-ce que c'est l'élite raciale? Est-ce que la question centrale, c'est l'anticapitalisme, ou est-ce que c'est l'antiracisme, etc. Et on a mouliné dans ce tourniquet, et on continue un peu d'ailleurs, et moi je crois qu'il faut en sortir, et que pour en sortir, il faut faire un bon pas de côté. Et le pas de côté, il consiste en une position, en une postulation fondamentale qui dit ceci, qui dit l'égalité des luttes. Les luttes sont égales. La première conséquence qui suit de l'égalité des luttes, c'est d'accorder aux gens de voir la question centrale chacun à leur porte. Vous comprenez, quand vous êtes un jeune des quartiers et que vous avez affaire quotidiennement à la police, qui maltraite, qui abuse, qui humilie, qui violente, qui assassine, comment voulez-vous que votre expérience du monde social ne soit pas saturée par ces choses-là et que la question centrale pour vous, à plus forte raison de ce qu'elle est accrochée à des enjeux de vie ou de mort, ça ne soit pas la violence de la police raciste. Bon. Et puis dans d'autres univers, on a d'autres questions centrales, etc. Donc moi, je pense qu'il faut partir de ça. Il faut partir de cette affirmation de l'égalité des luttes. Elles sont égales en qualité, en légitimité et en autonomie. Maintenant, ceci étant posé, il faut ajouter d'autres choses également. Égales en qualité, les luttes n'en diffèrent pas moins en quantité. Et si on a en tête la constitution du nombre, ce n'est pas une donnée inessentielle, n'est-ce pas? Deuxième chose, la société est traversée par une multiplicité de rapports de domination. Mais comment ce paysage des dominations s'organise-t-il? Ma thèse, certainement, elle est contestable, elle est même déjà contestée, dans le livre même. Oui, ma thèse, c'est que parmi tous ces rapports de domination, il y en a un qui occupe une position structurale particulière, qui jouit d'un statut particulier, que les autres ne peuvent pas lui rivaliser. Et il s'agit du rapport de domination capitaliste en tant qu'il donne à la société sa structuration principale. Sa structuration principale. Raison pourquoi on peut dire, d'un point de vue structural, que nous sommes dans une société capitaliste. Ce qui ne l'empêche pas d'être par ailleurs une société raciste, n'est-ce pas? Mais au titre de sa structuration principale, nous sommes dans une société capitaliste. Voilà, alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire que le paysage d'ensemble des dominations est structuré d'une certaine manière, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça n'empêche pas qu'on voit comment ça se réalise en situation. Donc il y a des régions de l'espace social où les rapports de domination se rencontrent, s'empilent et, comme on dit, s'intersectent. Bon. Il y a un cas type, il y a un exemple type qui est donné en général en illustration de ce type de situation, c'est la lutte des femmes de ménage des hôtels Ibis, triplement opprimées. Ça, c'est une belle superposition, comme salariés, comme femmes, comme noirs. Et en même temps, à cet égard, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, ou des hôtels Ibis, elle est appréhendée en première instance comme une lutte sociale, comme une lutte salariale, n'est-ce pas? Avec d'autres aspects qui sont présents. Et moi, je trouve ce cas qui est tout à fait intéressant parce qu'en quelque sorte, il offre une réduction comme microcosme de la manière dont j'essaye de caractériser le paysage des dominations dans son ensemble.